Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix aux faiseurs et aux faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Dans cette nouvelle saison de 4 épisodes dédiés au métier du jardin et du paysage en Centre-Val de Loire, nous vous invitons à entrer dans l'intimité de métiers où l'on travaille avec le vent, la pluie et le soleil, mais surtout avec patience et humilité, au service du vivant. Vous entendrez des jardiniers, des enseignants ou des jeunes en formation vous raconter avec passion leurs gestes, leur savoir-faire, leur parcours. Vous découvrirez surtout l'extraordinaire diversité du territoire ligérien et des métiers qui le façonnent, depuis le potager nourricier jusqu'au jardin historique, en passant par l'éco-campus ou la coopérative agricole. Alors que vous nous écoutiez les mains dans la terre ou depuis votre canapé, on vous souhaite une belle traversée. Une saison en partenariat avec le Campus des métiers et des qualifications d'excellence Patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre-Val de Loire, ou PATMAT pour les intimes, et l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire. Pour ce premier épisode, on part à la rencontre d'un homme aux multiples casquettes, ou plutôt aux multiples cagettes. Quelqu'un qui, au fil de son parcours professionnel, a exploré, cajolé, raconté le légume sous toutes ses formes, de la graine à l'assiette. Il a été maraîcher, agroécologue, formateur et auteur. Xavier Mathias cultive depuis des années à Chédigny une vision exigeante et joyeuse du potager et de la transmission. Avec lui, on va parler d'écosystème, de gestes simples, d'histoire de graines, mais aussi de ce que ça change profondément d'apprendre à regarder autrement ce qui pousse autour de nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors évidemment, j'aimerais commencer par revenir aux racines de votre passion potagère. Quand est-ce que vous avez su que votre vocation à vous, elle serait dans un jardin ? En fait, super tardivement. Moi, je suis fils de viticulteur. J'ai eu péniblement le bac, mais je l'ai eu. J'ai tenté la fac, ça n'a pas marché du tout, donc je suis parti faire plein de petits boulots agricoles. J'ai fait plein de choses et qui m'ont plu, mais qui m'ont jamais vraiment transcendé, quoi. C'était un plaisir, mais sans plus. Et puis un jour, en Normandie, j'ai découvert le maraîchage bio. Et puis, revenu en Touraine, je me suis fait embaucher chez un maraîcher bio. Et là, j'ai découvert que c'était ma vocation. Après, il y avait la proximité avec le château de Valmer. Et donc, toute cette collection invraisemblable de légumes. Et là, le virus m'a attrapé. Ici, on est donc chez vous, à Chédigny, qui est surnommé le village des roses. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce territoire, justement, dans lequel vous êtes installé il y a plus de 20 ans ? Et pourquoi vous avez choisi ici, particulièrement ? Alors, moi, il y a un peu plus de 20 ans, donc le village était tout juste planté. Je l'ai traversé et je me suis dit, tiens, quand j'ai vu l'incroyable diversité qu'il y avait sur les murs et dans les parterres, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je vive. Et donc, aidé par le maire de l'époque, Pierre Lehaut, je me suis installé carrément à Chédigny et je ne l'ai jamais regretté. C'est vraiment une virgule dans le paysage. Ici, on est dans une zone moi, que je qualifierais de massacrée par les grandes cultures. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Et vous avez au milieu de ce paysage un petit village qui résiste et qui fait mieux que résister, qui est devenu un village jardin, classé jardin remarquable, donc c'est assez exceptionnel. Et donc je ne regrette pas du tout de vivre ici, dans cette espèce d'oasis. Et vous y avez créé une espèce de bulle, vous parliez de parenthèse, de virgule, que vous avez appelé le champ de pagaille. Oui, c'est ça. L'idée, c'était vraiment de cultiver la diversité. Alors, moi, je me suis installé donc avec l'aide du maire sur un terrain agricole qui était une jachère broyée. Donc, on est au degré zéro de la diversité. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Et donc, voilà, pendant des années, j'ai planté et cultivé énormément de choses variées. Ce qui fait que j'ai eu le plaisir de voir la faune et la flore complètement se transformer. Donc à partir justement de cette terre, initialement quand vous êtes installé, comment est-ce que vous avez structuré le jardin ? Comment il est aménagé aujourd'hui ? Alors là, c'est une forme un petit peu particulière qui est vraiment héritée de la permaculture. C'est-à-dire que c'est un trou de serrure comme forme globalement pour visualiser. On est sur des courbes et non pas sur des droites parce que là, c'est vraiment le côté je suis sorti de la production, donc en ligne, et pour rentrer vraiment dans un potager nourricier et à échelle plus humaine, entre guillemets. Et en plus de ça, tout autour, j'ai fait un croissant de lune d'arbres
qui me protège du vent et qui crée un microclimat autour du potager. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Il y a des arbres dont je suis très fier. Un marronnier qui commence à avoir un peu de développement, que j'ai connu tout petit, vraiment, et que j'ai vu pousser. J'ai des trembles, j'ai plein de choses. Et justement, donc, dans ce village à Chédigny, on trouve aussi le seul jardin de curé recréé dans un presbytère en France auquel vous avez grandement contribué et qui est d'ailleurs le sujet d'un de vos derniers livres qui s'appelle Le jardin de curé, réjouir le corps et l'esprit, qui est paru en 2023. Cette double vocation du jardin de curé, ça résume bien en fait votre approche du jardin et du jardinage. Alors oui, une petite pierre dans le jardin de Terre Vivante, qui est l'éditeur, qui n'a pas voulu mettre le sous-titre complet. C'est réjouir, nourrir, soigner le corps et l'esprit, qui était le vrai sous-titre. Et après, on s'aperçoit que c'est une super vocation et que, en fait, ça a été toujours mon rapport au jardin. Réjouir, nourrir, soigner. Et vous êtes considéré comme le précurseur de la permaculture en Touraine. C'est quoi votre définition à vous de la permaculture ? Alors déjà, je ne me définis pas comme précurseur. Ce que je peux juste dire à vos auditeurs, c'est qu'il existe 10 grands principes qu'il convient d'essayer de suivre au mieux. Je dis bien au mieux, je ne dis pas qu'on y arrive toujours. C'est par exemple ne pas produire de déchets, etc. etc. Ne pas produire de déchets, c'est pas très compliqué. Au jardin, on produit de la ressource, nous, en fait. Je laisse la production de déchets aux manias du pétrole. Et vous citez souvent ce dicton on est jardinier, on meurt apprenti. Donc pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur ce métier de jardinier, être jardinier, c'est continuer à apprendre et à s'émerveiller en permanence ? Oui, c'est ça. On dit de moi que, étant autodidacte, je n'ai pas eu de professeur. C'est complètement faux. Je suis autodidacte, effectivement, mais c'est pas que j'ai pas eu de professeur, c'est que j'ai choisi mes professeurs. Et en fait, l'avantage de ces métiers-là, c'est qu'on peut apprendre en permanence, et ça fait vraiment, vraiment du bien. D'avoir le sentiment de se perfectionner chaque année. Donc vous apprenez tous les jours à la fois sur le terrain, dans votre jardin, par des rencontres, par les formations aussi que vous donnez, et puis aussi en allant regarder du côté d'autres cultures, je crois. Vous vous êtes beaucoup renseigné sur les pratiques, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors oui, effectivement, je l'ai fait beaucoup. Je peux malheureusement plus le faire pour des raisons de santé, mais j'ai beaucoup appris auprès de paysans Dogon d'Afrique de l'Ouest Donc au Mali notamment. C'est ça, au Mali, oui. Et avec leur rapport incroyable à la nature qui nous entoure, et puis beaucoup plus globalement leur façon de se situer. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on va laisser à ceux qui vont nous suivre. Et il y a une super expression qu'ils ont, c'est yapo yapo, ça veut dire merci pour hier. Et donc voilà, il faut toujours être en mesure que les prochains, ceux qui nous suivent, soient en mesure de nous dire merci pour hier. Et non pas merci pour hier les centrales nucléaires, les zones commerciales, etc., qui vont être un jour ou l'autre, si elles ne sont pas déjà, problématiques. Et vous donnez aussi de nombreuses formations partout en France. Et depuis 2019, je crois, vous avez développé avec un ami une super chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 58 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et sur laquelle vous postez environ 2 vidéos par semaine pour donner des conseils aux jardiniers amateurs. Alors aujourd'hui, on est à une époque on dit souvent de retour à la terre de manière un peu cliché et au jardinage amateur. Il y a un Français sur 2 qui possède un jardin. Et pour vous, il y avait un peu un manque de pédagogie à combler ? Je pense que le jardinage, comme beaucoup de pratiques, je pense qu'il y a plein d'autres domaines, la cuisine, la couture, enfin voilà, où les gestes n'ont pas été transmis à un moment. Et donc, voilà, je me fais un petit peu le relais humblement grâce à cette chaîne YouTube. Et j'aimerais parler d'un autre sujet aussi. Vous vous êtes très tôt spécialisé dans les légumes rares ou insolites auxquels vous avez consacré plusieurs livres. Ça vient d'où cette passion ? J'ai toujours eu l'impression d'être insolite dans mon domaine. Donc en fait, c'est normal que je me sois intéressé à eux. Après, pour être tout à fait sincère,
mon goût, mon penchant pour ces légumes un petit peu étranges a été amplement développé par le château de Valmer, par Alix de Saint-Venant et Sébastien Verdière à l'époque. Mais moi, je suis sûr qu'on passe à côté de plein de choses. Et donc, l'idée, c'était de dire, ben voilà, est-ce qu'il ne faut pas essayer de populariser tout ça. Il se trouve que le pari était plutôt bon, puisque maintenant, on a un vrai regain d'intérêt pour tous ces légumes qui ont été négligés ou qui sont encore à découvrir. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, leurs noms, leurs spécificités peut-être? Alors, moi, j'aime beaucoup, mais là, on en parle de plus en plus, la poire de terre. C'est vraiment symbolique pour moi, qui fait des tubercules très très abondants, très sucrés. Si vous allez dans les coop bio, vous verrez du sirop diacon en succédané de sucre, et en fait c'est fait avec de la poire de terre. Euh, c'est super agréable. J'aime beaucoup aussi, mais là on va rester sur le continent européen, la grande passerage, la moutarde vivace. Donc de plus en plus, on s'amuse à consommer des moutardes végétales. Il en existe une vivace qui est vraiment très très impressionnante. Voilà, on pourrait en citer plein. Moi j'aime aussi beaucoup la capucine tubéreuse, un tubercule qui nous arrive des Andes, qui est cru et très poivré, très relevé. On peut l'utiliser comme un poivre, et quand elle est cuite, et ben aussi entre amandes et fenouil, c'est très très bon. C'est tout un voyage de vous écouter. On pourrait vous écouter pendant des heures parler de tous ces légumes. En 2014, vous avez publié un livre qui s'appelait « Les idées reçues du jardinier ». Vous qui détonniez, vous l'avez dit, vous étiez autodidacte, vous détonniez dans un milieu agricole qui était alors assez conventionnel. On en est où 10 ans plus tard, aujourd'hui ? D'un point de vue agricole, c'est assez dramatique, puisqu'on n'a pas du tout d'évolution dans les pratiques. La chimie de synthèse continue à régner en maître. Et voilà, empoisonner son alimentation pour empoisonner le vivant qui gravite autour, bah, chacun fait comme il veut. Hein. Mais après, quand on le mange, il ne faut pas s'étonner que ça puisse poser problème. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui voudrait devenir jardinier ici dans la région ? Ce serait de voyager, en fait, de se confronter à d'autres cultures, à d'autres façons de voir, voilà, à pratiquer beaucoup. Je pense que c'est vraiment un métier qui s'apprend avec les mains. Il faut avoir les mains qui parlent toutes seules au bout d'un moment. Mais de toute manière, on est jardinier, on meurt apprenti, donc on continue à apprendre toute sa vie Voilà, c'est ça. Dans le jardin. Oui, c'est jamais s'arrêter. En fait, et de toute façon, la nature qui nous entoure nous livre des apprentissages chaque année, à nous de les prendre. Pour finir, j'aime bien constituer un petit lexique du vocabulaire avec des jolis mots, désuets ou insolites autour d'un métier. Donc, dans le jardinage, est-ce qu'il y a un mot, une technique, un geste, un outil auquel vous pensez, que vous aimez bien ? Alors, avec les mots qui désignent les outils, on a une matière quasiment inépuisable, puisqu'ils sont tous évocateurs. On pourrait parler d'un outil relativement récent qui a été primé au concours Lépine, c'est la grelinette d'André Grelin. Voilà, cette bêche sans retournement de sol et qui est devenue un petit peu emblématique d'une pratique naturelle du jardinage et voire du maraîchage. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est serfouette. La serfouette, c'est ce petit outil avec une langue de chat qui permet d'ouvrir des sillons. Et je trouve que le mot, moi, m'est toujours très évocateur. Voilà. Après, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est la houe. La houe qui est le seul outil, alors c'est le plus ancien outil agraire qu'on connaisse, et c'est le seul outil commun à toutes les civilisations agricoles. Donc la houe, voilà, ayons une houe dans nos jardins, c'est la daba africaine. On retrouve beaucoup la houe aussi en Asie du Sud-Est. Donc se dire que chaque fois qu'on prend cet outil, il y a quelqu'un sur le globe qui le tient aussi vraisemblablement. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup à vous et puis belle saison à vous. Et voilà, c'est ici que se termine ce premier épisode de la série sur les métiers du jardinage et de l'aménagement paysager, en partenariat avec le campus Patmat et l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire.
On espère que vous avez savouré ce voyage insolite en terre potagère et que ça vous a donné envie, vous aussi, de plonger les mains dans la terre. Nous, on en retiendra qu'on est jardinier mais qu'on meurt apprenti, qu'il faut toujours avoir une houe dans son jardin, et puis ce beau dicton Dogon à méditer, merci pour hier. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos coups de cœur ou vos interrogations par mail ou sur le compte Instagram de Delors dans les mains. Au prochain épisode, cap sur le jardin remarquable du château de Talcy. À très vite.